Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce quatrième webinaire, plus particulièrement dédié aux entreprises du numérique en santé. On est ravis de vous accueillir ce matin. Petite information d'ordre très pratique pour le lancement de ce webinaire. Donc, il va être enregistré puisqu'on va republier le replay. À la fois, l'ANS le fera de son côté et nous le relayerons aussi sur la page web du site du ministère. On rediffusera également le support qui est présenté. Pour bonne info de tous les participants éventuels, le contenu est le même que les 3 précédents webinaires. L'idée, c'est de permettre peut-être des échanges, notamment via les questions-réponses, qui soient un peu plus dédiés aux besoins spécifiques des entreprises du numérique en santé. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous rappeler, de vous inviter à poser des questions, évidemment, tout le long de ce webinaire, en utilisant le canal questions-réponses, s'il vous plaît, et non pas le canal conversation. Merci beaucoup par avance à chacun et chacune. Et sans plus attendre, je donne la parole à Ella Gariani pour introduire ce webinaire. Merci Ella. Merci Émilie, bonjour à tous. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter le règlement européen pour un espace européen des données de santé. L'objectif de ce règlement, ça a vraiment été, depuis le début, de construire à l'échelle du continent européen tout d'abord des droits qui soient communs pour l'ensemble de nos citoyens. C'est-à-dire que l'on soit en Pologne, en Italie ou en France, les citoyens européens aient les mêmes droits au regard de leurs données de santé, les droits d'accès, les droits de gestion. On y reviendra au cours du webinaire. Deuxième objectif de ce règlement, c'est aussi de poser les bases d'un marché unique du numérique en santé. Vous savez pourquoi est-ce que cette disposition, elle nous tient particulièrement à cœur ici en France. On a la conviction depuis longtemps que si l'on veut construire des solutions numériques au service de nos systèmes de santé, au service des patients et des professionnels de santé, il faut que ces solutions, elles émergent en Europe pour qu'on ne soit pas à la merci des solutions numériques imposées par d'autres puissances internationales. Et donc, la perspective de construire un marché autour des données de santé avec des cadres qui soient communs pour les acteurs qui développent les solutions numériques en santé à l'échelle de l'Europe, pour nous, c'est une réelle opportunité. Et en plus, la France, elle a vraiment un coup à jouer, entre guillemets, parce que l'on a vraiment les capacités aussi bien industrielles, réglementaires, le tissu aussi et l'écosystème aussi bien public que privé, pour en fait être un vrai leader européen sur les enjeux du numérique en santé. Donc tout l'objectif de notre manière de préparer ce règlement et son application à l'échelle nationale, c'est vraiment d'en faire une opportunité pour la France d'être en fait le leader européen sur les sujets de la e-santé et de faire de ce règlement une réelle opportunité, pas uniquement un ensemble de contraintes définies à Bruxelles, mais vraiment une manière pour nous de clarifier, améliorer, renforcer tout ce qui va être sécurité, interopérabilité, appui à l'innovation, notamment autour du cadre européen sur l'usage secondaire des données de santé qui est aussi fixé par ce règlement-là. Donc, tout le travail qui a été mis en œuvre depuis le début des négociations de ce règlement européen, c'est de le travailler en association avec les acteurs de l'écosystème, publics comme privés, pour faire en sorte que collectivement, on identifie bien les impacts, on identifie bien les enjeux et on prenne les décisions qui soient bénéfiques pour notre système du numérique en santé en France et en Europe. On va revenir aujourd'hui dans le cadre du webinaire sur la présentation du règlement, mais aussi sur les étapes de concertation. Et ensuite, on va vous proposer en fait une présentation sur 5 thématiques spécifiques du règlement qui sont les principaux enjeux voilà, qui vont nous occuper sur les prochaines années. Et on va du coup lancer un petit peu officiellement aujourd'hui, à l'issue de ce dernier webinaire, une concertation en ligne sur laquelle vous retrouverez donc ces 15 fiches thématiques qui vous auront été présentées rapidement aujourd'hui et sur lesquelles on attend vivement vos contributions. On a besoin que vous nous disiez
vous, avec votre regard en tant qu'entreprise du numérique en santé ou représentant des intérêts des entreprises, quels peuvent être les impacts que vous imaginez, les enjeux que vous voyez et aussi les opportunités autour de ce règlement pour qu'on puisse en faire, encore une fois, l'occasion pour la France de développer encore plus une stratégie européenne sur le champ du numérique en santé. Je ne serai pas beaucoup plus longue sur l'introduction et je vais repasser du coup la parole à Émilie pour la suite de ce webinaire et on va rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Ella. Du coup, on a décidé de commencer ce webinaire et tous ces webinaires par un petit rappel finalement de ce que prévoit le règlement. Je vais aller vite, mais c'est quand même intéressant, je pense, pour certains d'entre vous. Certains le connaissent déjà, d'autres un petit peu moins. Donc l'idée, c'est d'appeler votre attention sur certains sujets et certaines thématiques qui vont plus particulièrement vous intéresser et qui vont peut-être vous donner la curiosité d'aller regarder ce que prévoit le règlement. Et en tout cas, ça donne un petit avant-goût du prérequis un peu nécessaire qu'il faut que vous puissiez faire chacun et chacune de votre côté avant d'appréhender le contenu des fiches qui rentrent pour le coup un peu plus dans le fond des sujets. Premiers éléments très brefs, parce que Ella a déjà rappelé finalement les grandes lignes du règlement. Donc il y a un premier aspect dédié, on va dire, à l'usage primaire et à ce que le règlement qualifie de dossier médical électronique, j'y reviendrai. Donc là, c'est vraiment sous l'angle patient, professionnel de santé, prise en charge du patient et utilisation du dossier médical électronique pour ce faire. Deuxième volet, le volet utilisation secondaire du règlement, qui prévoit du coup que ces données de santé, finalement, non seulement celles des dossiers médicaux électroniques, mais bien au-delà, j'y reviendrai, puissent être largement réutilisées et exploitées à l'échelle nationale et à l'échelle des 27 États membres pour améliorer la santé des gens, au final. Et tout ceci, évidemment, dans un cadre harmonisé et respectueux à la fois des règles de protection des données des personnes, mais aussi du droit de la concurrence. Je développe pas plus que ça à ce stade et je vous propose d'entrer directement dans le premier volet du règlement, qui est le volet dédié à l'usage primaire. Donc, ce sont les chapitres 2 et les chapitres 3 du règlement. Ce que prévoit le règlement, c'est deux choses. Il prévoit d'abord des choses à l'échelle nationale, c'est-à-dire des choses qui vont devoir être mises en place dans les 27 États membres. Et ensuite, il prévoit des choses à l'échelle européenne. Donc, dans le volet national, le règlement, comme l'a dit Ella, prévoit un renforcement de l'accès et des droits des personnes, des patients, sur leur dossier médical électronique. Je reviendrai un tout petit peu sur la définition de ce dossier médical électronique, avec des droits d'accès, de rectification, de masquage, de blocage et une accessibilité gratuite et en ligne pour ces dossiers médicaux électroniques, en tout cas pour un socle minimal de données qui constitue ce dossier médical électronique. Et donc, j'en viens à ce que le règlement prévoit à l'échelle de l'Union européenne. Il prévoit, et dans sa définition de ce qu'est un dossier médical électronique, il définit 6 catégories de données qui constituent, selon lui, le socle de base d'un dossier médical électronique. Donc, on a la synthèse médicale, on a la e-prescription, la e-dispensation, l'imagerie médicale, donc aussi bien les comptes rendus que les images, les comptes rendus d'examens médicaux, en premier chef, la biologie et la lettre de sortie de l'hôpital. Donc, ce sont ces 6 catégories de données qui, selon le règlement, constituent ce qu'on appelle un dossier médical électronique. Et ce sont ces éléments-là et ces données-là qui doivent pouvoir être partagés à l'échelle européenne lorsqu'un citoyen européen se promène dans l'un des 27 États membres. Eh bien, finalement, les professionnels de santé de tous ces États membres-là devront pouvoir consulter ces documents-là. Pour rappel, il ne s'agit pas de constituer un dossier médical européen, pas du tout. Les dossiers médicaux en question restent à l'échelle nationale, c'est simplement des modalités d'échange de données.
Et du coup, j'y reviens un tout petit peu du coup dans la slide suivante. Comment se fait et comment s'envisage ce partage transfrontalier? Eh bien, ces données de santé qui constituent le dossier médical des citoyens européens, ils vont être mis à disposition des autres États membres via un mécanisme qui en fait existe déjà à l'échelle européenne et qui est déjà partiellement opérationnel en France notamment via le mécanisme qui s'appelle CESALI, le Service européen de santé en ligne. Aujourd'hui, par exemple, un médecin français peut consulter le volet de synthèse médicale de certains patients européens qu'il reçoit dans son cabinet. C'est un web service qui est déjà opérationnel. Et donc, ce mécanisme-là, qui a été mis en œuvre dans le cadre de la directive soins transfrontaliers, il a vocation à s'étendre et à devenir obligatoire à l'échelle des 27 États membres. On y reviendra dans les diapositives, dans les fiches qu'on vous propose, puisqu'il y en a notamment au moins une sur ce sujet-là. Voilà pour la partie, je dirais, modalité d'échange de certaines données du dossier médical électronique entre professionnels de santé à l'échelle européenne. Et puis le règlement, assez logiquement, pour permettre ces échanges en fait de données entre les différents États membres, eh bien, il fixe un certain nombre d'exigences à respecter pour ces dossiers médico-électroniques, ce qu'il appelle comme ça, ces logiciels ou ces systèmes de dossiers médico-électroniques. Donc, il fixe des règles d'interopérabilité et de traçabilité des accès, ces deux familles d'exigences qui vont être fixées pour ces outils-là, pour ces données-là, pour ces documents-là. Donc, c'est un marquage CE qui va être rendu obligatoire pour les éditeurs de systèmes de DME, un marquage CE basé sur un mécanisme de procédure d'auto-certification. Et on y reviendra également dans le cadre d'une fiche qui est consacrée à ce sujet-là. J'en ai terminé avec le volet qu'on qualifie d'utilisation primaire des données de santé, donc qui concerne à strictement parler les dossiers médico-électroniques. On passe au deuxième grand volet du règlement, qui est le volet consacré à l'utilisation secondaire des données. Donc, le règlement prévoit un certain nombre de dispositions. Là, sur la diapo qui vous est présentée, on ne présente que vraiment les points clés. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, vis-à-vis du citoyen d'abord, le règlement prévoit là encore, y compris sur l'utilisation secondaire des données, eh bien, des droits renforcés pour le citoyen, et notamment un droit de refuser que ces données électroniques de santé soient réutilisées à des fins secondaires. Le citoyen, il va aussi bénéficier de mécanismes harmonisés à l'échelle des 27 États membres de transparence. Il va pouvoir savoir quelles utilisations ont été faites de ces données. Et on y reviendra également, notamment, et d'autres mesures aussi. Et puis, bien sûr, au final, grâce à l'accélération, à l'encouragement de cette utilisation secondaire de ces données de santé, le citoyen européen bénéficiera au final des innovations et des améliorations, notamment en matière de recherche médicale, par exemple, qui vont être rendues possibles par ce nouveau mécanisme. Donc, les perspectives sont assez importantes. Voilà pour... non, on reste encore sur cette diapo, pardon, merci. Donc voilà pour les citoyens. Maintenant, attardons-nous un instant sur les détenteurs de données de santé que vous êtes, a priori, vous, entreprise de données de santé du secteur. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le règlement prévoit une nouvelle obligation, qui est une obligation de mise à disposition par le détenteur des données de santé électroniques qu'il détient. De quoi parle-t-on quand on parle ici de données de santé électronique? Alors là, pour le coup, on va dézoomer. On ne parle pas du tout que du dossier médical électronique. Ça, évidemment, on parle de ces données-là, toutes les données qui sont contenues dans un dossier médical d'une personne. Mais ça va bien au-delà de ce périmètre-là. Et donc, les données de santé électroniques qui doivent être réutilisables à des fins secondaires, elles sont très, très, très vastes. Elles couvrent toutes les données qui, de près ou de loin, concernent la santé. Donc, à la fois des données personnelles sur le patient ou sur les professionnels de santé, d'ailleurs, mais aussi des données qui sont des données non personnelles, des données purement statistiques,
Ça concerne toutes les données du périmètre de la recherche, ça concerne les cohortes et les essais cliniques, ça concerne toutes les données de l'assurance maladie obligatoire complémentaire, toutes les données médico-administratives, toutes les données environnementales en lien avec la santé. Donc, c'est extrêmement vaste. Donc, une fois qu'on a posé, que le règlement pose ce principe de l'obligation de mise à disposition de ces données, il encadre évidemment les modalités de ces réutilisations, on y reviendra, et il prévoit aussi pour le détenteur des contreparties, la possibilité de percevoir des redevances qui viennent couvrir les coûts de mise à disposition de ces données, et la possibilité de voir ses droits de propriété intellectuelle et des affaires préservés. Et le détenteur, il a enfin aussi une obligation qui est liée à l'obligation de transparence, qui est l'obligation d'alimenter le catalogue national des métadonnées, c'est-à-dire qu'il va devoir décrire les jeux de données qu'il détient et qu'il va être capable de mettre à disposition. Et donc, j'en passe aux utilisateurs, du coup, de ces données-là. Eh bien, grâce à ces catalogues nationaux qui vont être mis en œuvre dans les 27 États membres, l'utilisateur sera en mesure de savoir où et quelles sont les données qui l'intéressent pour telle ou telle réutilisation, telle ou telle recherche, par exemple. Et il va pouvoir finalement avoir un champ des possibles bien plus élargi pour permettre toutes sortes d'utilisations. Donc, utilisateurs que vous êtes aussi, vous, bien souvent, les entreprises du secteur. Donc, ça ouvre un champ des possibles beaucoup plus vaste que ce qui est aujourd'hui disponible. Et ça ouvre surtout des procédures qui seront harmonisées à l'échelle des 27. Donc, il y aura un guichet unique national et dans le fond, pour l'utilisateur, ce sera bien plus simple qu'aujourd'hui d'accéder effectivement à des données, notamment à l'échelle européenne. Et ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que le règlement permet, il ne vient pas écraser les procédures nationales, il permet de faire coexister des mécanismes d'accès nationaux avec ce mécanisme d'accès européen. Donc, une fois qu'on a rappelé ces points clés pour les différents acteurs de l'utilisation secondaire, eh bien, il est important de souligner que le règlement prévoit donc des acteurs qui vont être des acteurs clés dans cette mécanique d'utilisation secondaire. D'abord, un organisme responsable de l'accès aux données de santé, organisme qui peut être un ou plusieurs, qui doit être désigné dans chaque État membre, avec pour mission d'autoriser les accès, de préparer les données, notamment faire les pseudonymisations requises, d'informer les citoyens, de gérer le volet redevance, y compris de reverser les redevances le cas échéant aux détenteurs, et de contrôler et de sanctionner le non-respect éventuel des règlements. Ces organismes responsables de l'accès aux données, ils ont soumis un certain nombre d'exigences. Ils doivent proposer un environnement de traitement sécurisé, ils doivent avoir une infrastructure capable de gérer les demandes d'utilisation qui impliquent plusieurs pays, notamment. Et puis, donc, une fois qu'on a évoqué cet organisme responsable de l'accès aux données, il y a d'autres acteurs qui sont important, on en reparlera dans les fiches là aussi, les détenteurs de données de confiance qui peuvent être désignés au sein des États membres. C'est quelque chose que nous, on va nécessairement faire en France. Donc, c'est une catégorie particulière de détenteurs de données qui vont se voir confier des missions spécifiques d'appui et une forme d'autonomie par rapport à l'ORAD, qui viendront en action complémentaire de l'organisme responsable de l'accès aux données. Et puis également des entités d'intermédiation données qui là sont des organismes qui sont destinés à accompagner les détenteurs de données pour le respect de leurs obligations. On y reviendra aussi dans les fiches qui vous seront proposées. Peut-être à présent quelques explications sur finalement l'articulation avec d'autres travaux en cours sur cette question de l'utilisation secondaire des données. Donc, comme on vous l'a dit, là aujourd'hui, on va vous parler donc des marges de manœuvre nationales qui sont permises et qui sont offertes par le règlement. Et donc, sur ce volet utilisation secondaire, on va vous concerter sur cette
ce point-là. Par ailleurs, il y a des travaux en cours à l'échelle européenne, cette fois, dans le cadre de l'action conjointe qui s'appelle TEDAS 2, qui prépare les actes d'exécution de la Commission, qui sont les décrets d'application du règlement de la Commission européenne. Donc là aussi, il y a des concertations publiques qui sont prévues, notamment une première vague même, mais importante en septembre. Et puis, comme vous le savez, il y a aussi une stratégie nationale, interministérielle, qui est en cours, qui a été déjà pas mal concertée avec l'ensemble des acteurs du terrain et qui devrait être rendue publique dans sa version définitive très prochainement. Quelques éléments, enfin, pour conclure sur l'entrée en application de ce règlement, hein. Donc, il a été publié au journal officiel récemment. Il est entré en vigueur le 26 mars dernier. Et son entrée en application, elle, est différée dans le temps. C'est un règlement, donc s'applique immédiatement dans les 27 États membres. Néanmoins, il va nécessiter des ajustements chez nous. Et donc, il y a des délais d'entrée en application qui sont on va dire, différents un peu dans le temps. En gros, il faut garder en tête deux dates clés qui sont plus 2 ans à compter de son entrée en vigueur, c'est-à-dire mars 2027 et mars 2029, qui sont les deux principaux jalons finalement de l'entrée en application. Dans la diapo suivante, on vous propose un peu de détails sur les différentes dates d'entrée en application de certains éléments plus précis. On évoque notamment le jalon de mars 2031 qui est aussi intéressant sur certains points très précis, mais je ne vais pas détailler la diapo ici. Si ça vous intéresse, vous pourrez évidemment la consulter. Quelques informations maintenant sur la méthode qu'on a retenue pour concerter sur ces fiches. On a d'abord fait des premiers échanges avec certains acteurs institutionnels qu'on a qualifiés du cercle 1, qui sont très directement impactés dans leur mission, par exemple, par l'entrée en application, pardon, du règlement. Ce qui nous a permis d'aboutir aux fiches qu'on va concerter aujourd'hui beaucoup plus largement auprès du cercle élargi, donc c'est-à-dire concertation même publique, mais plus particulièrement destinée aux acteurs de l'écosystème du numérique en santé. Alors, la slide suivante évoque des jalons de calendrier de concertation qu'on a initialement identifiés. En fait, on va y revenir, mais on est tenu, et c'est peut-être la diapo suivante, merci. Voilà, on est tenu par un rétroplanning assez serré dans la mesure où on a, comme je vous le disais, bien que ce soit un règlement européen, des ajustements législatifs à prévoir, nous, à l'échelle nationale. Donc, pour avoir une loi qui soit adoptée, promulguée et prête avant mars 2027, qui est le premier jalon d'application du règlement, eh bien, nous, on doit préparer des dispositions pour l'automne, cet automne-là, 2025, en vue de l'examen ensuite, évidemment, des dispositions législatives par le Parlement. Et donc, préalablement à ces rédactions-là, on a besoin d'un certain nombre d'arbitrages et c'est pourquoi on est tenu dans ce planning très serré. Du coup, rapidement, sur la diapo suivante, on a identifié en tout cas à minima des modifications à apporter à la loi informatique et liberté d'une part, au code de la santé publique d'autre part. Il y a peut-être d'autres modifications et les concertations, elles sont là justement pour mettre en évidence les éventuelles autres modifications législatives. On explore la possibilité de découper, entre guillemets, en 2 blocs, mais ce n'est pas si simple parce que les sujets sont très imbriqués entre eux. Et en tout cas, il y a un certain nombre de sujets qui doivent absolument être prêts dès 2027. Donc, c'est pourquoi on maintient pour le moment ce calendrier très resserré. On a préparé du coup 15 fiches, comme vous l'a dit Ella, réparties en 3 catégories. 6 fiches sur l'usage primaire, 4 fiches sur l'usage secondaire, 5 fiches sur la gouvernance. On va y revenir évidemment de façon plus détaillée. Donc, on va vous les présenter de manière très synthétique. L'idée, c'est qu'on les mette en concertation là, aujourd'hui, dans la foulée, on va dire, dans la foulée du présent webinaire.
Ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez nous faire parvenir, le cas échéant, des enjeux supplémentaires que vous auriez identifiés, puisque ces fiches, elles présentent des scénarios avec des impacts et des enjeux. Donc, sur ces 3 sujets-là, à la fois sur les scénarios, les impacts et les enjeux, eh bien sûr, on est preneur de vos retours à vous. En termes de jalons, donc les prochains jalons, donc on met en concertation aujourd'hui. L'idée serait que vous puissiez nous faire parvenir vos retours de concertation publique autant que possible pour le 16 mai. Alors, on sait que c'est serré, on sait qu'il y a les ponts du mois de mai, donc ça fait 3 semaines, mais il y a pas mal de ponts entre-temps. Du coup, on va laisser la concertation publique ouverte jusqu'au 30 mai. Néanmoins, comme on a prévu d'aller vous rencontrer au plus près, et notamment pendant Sant'Expo, on s'est dit que c'était vraiment une super occasion de faire un échange en présentiel sur place. Donc, on a prévu des ateliers de travail ce jour-là. Et l'idée, c'est qu'on puisse déjà discuter pendant ces ateliers de certains premiers retours de vos concertations. Donc, si vous pouviez les uns et les autres nous faire vos retours le 16 mai, ce serait vraiment positif et super pour qu'on puisse avoir des débats et des discussions intéressantes le 20 mai. Mais la concertation sera néanmoins ouverte jusqu'au 30 mai. Notre objectif, c'est d'avoir ensuite le mois de juin pour permettre les arbitrages nécessaires ensuite à faire à partir de fiches qui auront été donc mises à jour et complétées pour permettre les arbitrages à la fois par les cabinets et aussi en interministériel. Donc c'est un timing qui est extrêmement serré pour nous aussi. On est un peu navré, mais on n'a pas d'autre choix malheureusement que de faire ça. On a souhaité malgré tout vous associer. En fait, ça a vraiment été notre démarche de dire on est dans un timing ultra serré, mais on veut quand même, évidemment, ça nous paraît indispensable d'associer les acteurs du terrain. Donc, vous êtes aussi soumis à cette seringue assez forte. J'en dis pas plus et j'en ai terminé avec la présentation un peu générale à la fois du règlement et à la fois de la démarche. Et du coup, on va passer dans une présentation alors très synthétique hein, par définition des fiches, mais rassurez-vous, vous aurez le contenu détaillé des fiches juste après et au plus tard en début d'après-midi, on vous renverra un mail bien sûr pour récapituler tout ça. Et si jamais vous avez des questions au fil de l'eau, on essaie de les prendre et d'y répondre dans le canal questions-réponses. Merci beaucoup. Je passe la parole à Vincent Perrault. Merci Vincent. Merci Émilie, bonjour à toutes et à tous. Alors on va commencer tout de suite par une première série de 6 fiches dédiées à l'usage primaire des données de santé et avec la première fiche numéro 1 qui consacre tout un tas de droits d'accès pour les citoyens à leurs données de santé. Dans la traduction de l'écosystème français du numérique en santé, on a bien sûr retenu le scénario qui fait de Metz, mon espace santé, le portail d'accès, le service d'accès aux données de santé électronique pour tous les citoyens. Et vous retrouverez dans la fiche, donc, dans le détail, les références du règlement européen qui, je parle de mémoire, vont concerter surtout le chapitre 2, les articles 3 à 10, et qui décrivent dans le détail l'ensemble des droits des personnes pour accéder à leurs données de santé, pour télécharger des données, qui décrivent également tout un tas de cadres relatifs à l'invisibilisation ou à la désinvisibilisation de certaines données de santé, des principes de gratuité d'accès à mon espace santé, tout un tas également de possibilités délégation à un tiers, une sorte de service de procuration pour rendre l'accès à ces données facilement accessible, et puis des droits de rectification ainsi que d'autres possibilités de limiter l'accès aux données. Alors, ce qu'il faut retenir, je ne vais pas trop m'apesantir sur cette fiche qui concerne essentiellement mon espace santé. Pour celles et ceux qui déjà travaillent sur des solutions qui sont en lien, vous connaissez sûrement le produit, mais les impacts sur cette première fiche vont principalement concerner les services socles nationaux opérés par l'assurance maladie notamment et ses opérateurs.
On voit déjà que dans la mise en œuvre de MES, à travers aussi bien son cadre légal que son cadre technique, on a un certain nombre de ces droits qui sont déjà été anticipés et mis en œuvre. Certains droits qui nécessiteront probablement du développement et des évolutions de certaines fonctionnalités devront être intégrés. Certains éléments du cadre légal et réglementaire, du cadre législatif et réglementaire, devront être également adaptés. Vous retrouverez donc ces éléments dans la fiche numéro 1. Et donc, le principal scénario, c'est de tout tourner en termes d'accès à mon espace santé autour de MES. On reviendra dans la fiche suivante sur les interfaces avec le portail Césali dans un instant, mais bien évidemment se poseront des questions dès lors que nos citoyens français affiliés au système d'assurance maladie français se déplaceront dans un autre État membre et consulteront du coup et produiront des données de santé ailleurs. Comment est-ce que ces données de santé pourront être consultables pour ce citoyen et comment est-ce qu'elles pourront être réintégrées dans MES? On y reviendra. Voilà pour la première fiche. Je vous propose de passer à la seconde fiche. Et donc, c'est un petit peu le pendant de la première, mais comment est-ce que autour de l'écosystème Mon Espace Santé, on est là aussi un service d'accès aux données de santé pour les professionnels de santé. Comme on le disait Émilie tout à l'heure, le règlement consacre un droit d'accès aux données de santé pour les citoyens, mais également encadre la mise en œuvre du droit d'accès pour les professionnels de santé. Donc cette fiche va concerner l'ensemble des entreprises du numérique en santé de plus près, notamment à travers tout système d'information qui sera considéré comme un système d'information de type dossier médical électronique. Le règlement en fait une définition et il le mentionne et mentionne un certain nombre d'obligations. Donc dans cette fiche, je n'évoquerai pas les sujets relatifs à l'interopérabilité, qui est le gros morceau un petit peu d'impact. Et mon collègue Jean-Christophe Covin en reparlera dans la fiche numéro 4 dans quelques instants. Néanmoins, en dehors de ce sujet interopérabilité et déclinaison du futur format européen des données de santé, on a un certain nombre d'éléments qui vont concerner l'ensemble des logiciels de professionnels de santé, notamment des équivalents DME. Pour en citer quelques-uns, les DPI, les LGC, les LGO, mais également une partie des DEI dans le secteur du médico-social dès lors qu'ils traiteront des données de santé. Donc ces logiciels-là seront impactés par la déclinaison du règlement européen. Ce que l'on retient du côté du ministère comme hypothèse un peu centrale, c'est que autour de MES et de Césali, l'ensemble des professionnels de santé pourront accéder aux données de santé avec les deux cas d'usage majeurs. Les citoyens affiliés en France qui vont se déplacer à l'étranger d'une part, il faudra faire en sorte que les professionnels de santé d'un autre État membre puissent accéder aux données de MES et d'autre part, pour les professionnels de santé en France qui reçoivent un patient d'un autre État membre, il faudra que ces professionnels de santé puissent accéder aux données santé de ce patient affilié dans un autre État membre. Il y aura donc des évolutions des services nationaux, des évolutions du parc de logiciels de professionnels de santé que j'évoquais tout à l'heure, et puis une évolution du cadre juridique plus global. Deux hypothèses centrales, celle que tout se passera autour de MES, de ses alliés et des interconnexions avec les services socles associés, d'une part, et puis d'autre part, on l'a évoqué tout à l'heure, la nécessité de retrouver dans MES un certain nombre de données, de catégories de données de santé prioritaires et qu'il nous faudra du coup compléter. On va y revenir dans un instant dans la fiche suivante et se pose la question notamment de comment sera alimenté dans MES les dispensations électroniques avec deux options principales que l'on retient en cours, que l'on instruit actuellement, soit que celle-ci soit alimentée
par le dossier pharmaceutique ou soit que celle-ci soit alimentée par les LGO. Voilà pour cette fiche numéro 2. Je enchaîne avec la fiche numéro 3 sur la liste des catégories de données prioritaires, l'article 14 du règlement européen. Que vous retrouvez, que Émilie a déjà cité tout à l'heure et qu'on retrouve ici, avec cette question, ce que le règlement détaille et présente à son article 14, correspond-il à quel élément, à quelle définition correspond-il en termes de documents de santé en France? La traduction légale dans le cadre français tournera autour de la mise à jour des arrêtés pris en application du L1111-15 notamment, avec cette idée de traduire, de créer des correspondances entre le résumé des dossiers de patients qui correspond aujourd'hui au VSM en très grande partie, lui-même ayant été aligné en très grande partie avec l'International Patient Summary, les prescriptions électroniques qui sont d'ores et déjà définies dans le cadre français, les dispensations électroniques également, qui sont elles aussi définies dans le cadre du CISIS notamment, les éléments d'imagerie avec les comptes rendus d'examen d'imagerie d'une part et les examens d'imagerie que l'on s'apprête aujourd'hui à rendre accessibles à travers l'espace de confiance Dreambox qui sera déployé dans les prochaines années dans le cadre de l'AVEC 2 du Ségur. Les résultats d'examens médicaux donc, que l'on traduit comme étant correspondant au compte rendu sorti au titre du L1112-1. Le règlement nous prévoit et nous donne la possibilité en tant qu'État membre d'élargir à d'autres documents ou d'autres données de santé les catégories prioritaires, ce qui ne sera pas retenu, une option que nous apprêtons à ne pas retenir en France dans la traduction française et pour nous concentrer sur cette première liste. Voilà pour la fiche numéro 3 et je passe maintenant la parole à Jean-Christophe Cauvin pour évoquer le volet interopérabilité. Oui, merci. Du coup, donc la fiche numéro 4, donc c'est sur le format européen d'interopérabilité. Donc, ce sont comme l'a dit tout à l'heure Vincent, donc bien sûr l'interopérabilité, c'est un gros morceau du règlement EDS, donc avec des impacts au niveau national et puis des impacts aussi au niveau européen, donc pour les échanges de données transfrontaliers. Donc, les systèmes de DME dans le règlement doivent être conformes enfin, doivent être composés ce qu'on appelle d'un composant d'interopérabilité et d'un composant également pour la traçabilité. Donc, ça, vous allez avoir tout ça dans l'annexe 2. Du coup, les standards, donc le composant d'interopérabilité met en avant un format qui s'appelle EHRXF, mais en fait, derrière ce format européen se cachent des standards internationaux. Donc, au niveau des standards techniques qui vont être utilisés, donc c'est FHIR. Pour la partie documents, création de documents, donc on va passer d'un paradigme CDA à un paradigme document FHIR. Et DICOM pour la partie imagerie médicale. Ensuite, au niveau sémantique, donc, donc le règlement va introduire un certain nombre de terminologies pivot. Ici, donc, la SMET-CT, la SIM, l'OINC, bien sûr les terminologies des standards HL7, donc, un certain nombre de terminologies qu'on utilise déjà en France. Donc après, la question se pose, c'est comment vont être utilisées vraiment ces terminologies lorsqu'on fera des échanges transfrontaliers, est-ce qu'on part sur du pivot, pas du pivot? Donc c'est toujours un sujet qui est en cours de discussion au niveau européen, donc qui n'est pas tout à fait encore bien éclairci, mais en tout cas on y travaille. Et ensuite, il y a sur la partie transport, donc on s'oriente plutôt sur le profil IHE MHD, donc Mobile Ice Data, donc qui est en fait qui est utilisé aussi bien pour s'interfacer avec des systèmes comme des entrepôts XDS, donc typiquement le DMB, mon espace santé, mais aussi pour faire de l'interopérabilité entre deux systèmes sans forcément passer par un repository XDS.
Donc, il y a plusieurs cas d'usage en fait qui ont été étudiés. Donc, notamment, c'est en bas tout à l'heure, vous aurez dans l'espace de concertation donc un PDF d'une centaine de diapos en fait qui reprend tous les cas d'usage en fait qu'on a identifiés en France et qui seront impactés par le règlement. Donc, ça va bien sûr de l'alimentation, de la consultation de mon espace santé, le DMP, mais aussi d'échange de données par la messagerie sécurisée de santé. Ensuite, donc en fait, pour le déploiement, donc, on vous soumet deux scénarios, sachant qu'on en a privilégié quand même un. Donc, soit un scénario Big Bang, mais bon, on sait tous que le Big Bang, c'est très difficile à mettre en œuvre et c'est impossible. Enfin, déjà, dans un établissement, c'est très difficile à mettre en œuvre, mais à niveau national, ça sera encore plus compliqué. Donc, c'est plutôt un scénario qu'on a arrêté. Donc, Big Bang, ça veut dire qu'on basculerait des échanges de documents CDA en Fire, et puis il y a un certain nombre d'alimentations, par exemple, de mon espace santé DMP qui basculerait tout de suite sur des API Fire, donc en utilisant le profil IHE MHD. Donc, on privilégie plutôt un scénario en tuilage, en fait, puisqu'en fait, le règlement n'oblige pas à mettre en place tout de suite les standards du règlement, mais en tout cas fait en sorte, demande à ce que les éditeurs, donc les systèmes de DME, donc les éditeurs de logiciels, mais aussi donc la CNAM avec son outil Mon Espace Santé DMP, le CNOP avec le DP, soient capables d'échanger des données sur le format européen. Donc voilà, donc il y a aussi un sujet qui est décrit dans le PowerPoint, c'est sur la reprise du stock. Donc il va y a un certain moment, dès 2029, il y aura dans mon espace santé, dans le DMP, des documents au format CDA, donc tout ce qui a été envoyé ces dernières années, et puis des nouveaux documents qui vont arriver au format Fire, document Fire. Donc comment gérer ces deux types de documents, quels sont les API qu'on va privilégier, etc. Donc ça, c'est un sujet aussi qui est assez intéressant, qu'on n'a pas encore tout à fait... Enfin, on a quelques pistes, hein, mais voilà, ça demande quand même une concertation et un avis d'expert. Donc c'est pour ça qu'on attend impatiemment vos retours sur cette fiche. Ensuite, sur la fiche numéro 5. Donc là, ça concerne donc les échanges transfrontaliers. Donc, donc pour faire les échanges, donc en fait, les systèmes de DME en France ne vont pas communiquer directement. Enfin, pourrait, hein, on fait déjà, notamment sur des scénarios transfrontaliers. En tout cas, on va utiliser plutôt une infrastructure basée sur ce qu'on appelle des NCP, donc des National Contact Point. Donc, c'est des proxys en fait. Un proxy par pays qui va communiquer ensemble. Et ces proxys vont permettre, par exemple, lorsque je suis un touriste français, je vais visiter un pays en Espagne, par exemple, passer des vacances en Espagne, je dois être hospitalisé, enfin, je dois être admis aux urgences. Donc, le médecin espagnol va pouvoir consulter mon espace santé à partir de cette infrastructure MySat.eu. Donc, alors en France, éventuellement également en France, hein, un patient allemand qui va voir un médecin français, le médecin français va pouvoir consulter l'espace santé du patient allemand. Il y a deux façons de faire, donc soit en passant par le portail web Cesali. Donc en fait, le médecin doit basculer sur une autre application Cesali pour consulter le dossier patient du patient étranger, européen, soit via des API. Donc, en fait, donc, il y a tout un tas pareil comme pour la fiche numéro 1, la fiche numéro 4, il y a également un ensemble de diapositives qui décrit tous les cas d'usage, donc accès au... Okay. On ne t'entend plus, Jean-Christophe. Jean-Christophe. Il est frisé. Est-ce que les autres auditeurs du webinaire nous entendent? J'espère qu'on a perdu que Jean-Christophe, entre guillemets. Oui, on vous entend. Ok. Alors, on n'entend plus Jean-Christophe, ouais, en effet. J'imagine qu'il avait peut-être fini. De mon point de vue, il avait quasiment fini, hein, donc je pense qu'on peut passer à la fiche suivante. Ça nous permet de faire une transition vers Emmanuel. Désolé Jean-Christophe, voilà. Merci. Vas-y Emmanuel. Merci.
Bonjour à tous. Oui, donc on va passer tout de suite à la fiche suivante sur le marquage CE des logiciels de dossiers médicaux électroniques. Alors pour vous présenter en synthèse, qu'est-ce que c'est que ce marquage CE? On peut se poser 3 questions. Un, c'est quelles sont les exigences qui sont embarquées dans ce marquage de CE? À qui s'applique le marquage CE des logiciels de dossiers médicaux électroniques et comment obtenir ce marquage CE? Donc, quelles sont les exigences? C'est des exigences de conformité au format européen de données de santé dont a parlé Jean-Christophe juste avant. Et des exigences aussi de journalisation, de traçabilité des accès, principalement, que ce soit de patients ou de projets de santé, c'est des exigences qui sont applicables alors, au système d'information des DME s'ils produisent ou consomment l'une des catégories de données prioritaires qui ont été listées avant, hein, le résumé de dossier patient, la prescription, la dispensation, l'imagerie, les résultats d'examen et la lettre de sortie. C'est applicable aussi aux DM et systèmes d'IA à haut risque s'ils allèguent une interopérabilité avec un système de DME. Voilà, ça répond à une des questions, je crois, de William dans la conversation. Et ce marquage CE sera obligatoire avant la mise sur le marché européen du système. Donc c'est quand même particulièrement impactant. Ce marquage CE, il sera obtenu par auto-évaluation de la conformité par le fabricant aux exigences. Et pour les applications de bien-être, c'est un peu différent. Là, on parle de labellisation des applications de bien-être, mais sur le contenu exact des exigences, c'est très similaire, quoi. Un point important, comme on l'a dit, hein, la partie interopérabilité est quand même centrale à tout ça. Donc, il y aura un environnement de test d'interopérabilité qui sera mis à disposition par l'Agence du numérique en santé pour que vous puissiez auto-évaluer vos solutions aux exigences d'interopérabilité. Ça sera un peu ce que j'ai expliqué là, c'est un peu tout ce qui se passe avant le marquage CE et après le marquage CE. Il y aura une autorité de surveillance du marché national hein, qui, à travers des mécanismes de signalement des incidents par les utilisateurs, par exemple, ou une politique d'audit a posteriori, pourra s'assurer que les exigences sont bien respectées au niveau national et aussi sera en relation avec l'ensemble des autres autorités de surveillance européenne pour poursuivre la conformité des solutions aux exigences d'interopérabilité et de journalisation. Voilà. Sur les enjeux identifiés, ça c'est l'enjeu principal, hein, c'est l'ouverture du marché pour les acteurs français au marché européen. C'est le point essentiel. Dans les scénarios envisagés et sur les points sur lesquels on vous sollicite dans la fiche là, dont vous pourrez prendre connaissance, il y a une question qui est comment va s'articuler en fait ce marquage CE qui s'appuie sur une auto-évaluation et les certifications de conformité qu'on connaît en France et qui sont déjà mises en place, quoi. Donc on voit ça un peu comme ça aujourd'hui. Il y a 2 niveaux de vérification de conformité, pardon. Il y a un niveau 1 qui est la conformité aux exigences des composants harmonisés. Donc ça, c'est consacré par le marquage CE et ça autorise et ça permet la commercialisation sur le marché de l'Union européenne d'une solution, d'un SI de DME. Et il y a un deuxième niveau qui est la conformité aux exigences minimales nationales complémentaires, dont par exemple l'INS, il y aura le numéro RPPS, l'identifiant RPPS des projets de santé, par exemple, il y aura un certain de composants techniques supplémentaires au niveau national hein, pour que les solutions soient opérationnelles et qu'elles puissent échanger avec mon espace santé. Il n'y a pas d'INS au niveau européen, donc il n'est pas question d'imposer évidemment l'INS au niveau européen, mais pour que ça marche en France, il faudra quand même une INS. Donc, et ça déclenchera à la fois le financement, les prises en charge par l'assurance maladie, comme on connaît actuellement, par exemple, pour la téléconsultation. Et en termes de là où on vous sollicite, en fait, il y a un peu 2 façons de faire dans l'évaluation. Soit on a une option où on conserve on étend la méthode d'auto-évaluation de la conformité qui est prévue par le marquage CE à la certification de conformité nationale, ou alors on coexisterait 2 modes de vérification de conformité, l'auto-évaluation pour le marquage CE et la vérification a priori pour les exigences minimales nationales. Avec de toute façon, probablement pour la DMP compatibilité, par exemple, on n'imagine pas que
retenir l'option 2. Il y aura donc forcément un minimum de vérification de conformité a priori. Et ensuite, je pense qu'il y a dans la fiche aussi, on a commencé à dresser un tableau là, un peu des solutions qui seraient impactées, des types de solutions impactées en fonction des données qu'elles consomment ou qu'elles produisent. Donc, n'hésitez pas à compléter ou à nous solliciter aussi s'il y a des manques ou des acteurs qu'on aurait oubliés. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. On en a terminé avec les fiches qui sont propres à l'utilisation primaire des données. Je crois qu'on a traité les questions-réponses dans le chat, il me semble en tout cas, enfin dans le canal questions-réponses. Il y a quelques questions sur l'utilisation secondaire. On vous invite à patienter un tout petit peu parce qu'on va passer maintenant à la présentation des fiches sur l'utilisation secondaire qui vous permettront de flécher peut-être davantage les fiches à regarder. Il n'en demeure pas moins, simplement peut-être pour rappel, les fiches ne concernent que les grands arbitrages sur lesquels il y a des marges de manœuvre laissées aux États membres. Évidemment que les fiches n'entrent pas dans le détail de l'ensemble de tous les détails, de toutes les modalités d'entrée en application du règlement. Hein. Ça fera l'objet d'autres discussions. Ça doit faire l'objet de votre côté à vous de travaux complémentaires. Donc, encore une fois, cette concertation n'est pas le dernier maillon d'une chaîne de concertation. C'est un des maillons de la chaîne. Et de toute façon, on aura plein d'autres occasions, évidemment, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de mise en œuvre pratico-pratique du règlement avec un certain nombre de questions que vous posez. On attend aussi, comme je le disais, des actes d'exécution de la Commission européenne qui viendront préciser des choses au niveau européen. Donc, je comprends que vous ayez plein de questions, mais alors vous ne trouverez pas toutes les réponses dans les fiches. Mais en revanche, là, dans le timing qui nous est imparti, c'est sur ces fiches-là et c'est sur les thématiques abordées dans les fiches qu'on attend vraiment vos concertations. C'est le premier jalon, en quelque sorte, des retours qu'on attend de votre part. Sans plus attendre, je donne la parole à Aymeric pour les fiches usage secondaire. Je crois qu'on est un peu en retard dans notre timing, donc il faut qu'on accélère sans doute un tout petit peu pour être certain de pouvoir vous libérer à 12h30. Merci beaucoup, Aymeric. Ok, message reçu, je vais être rapide. Donc la fiche numéro 7, hein, dans le cadre de l'usage secondaire, transparence et droits des personnes, les problématiques viennent de l'apparition donc de 2 nouveaux droits dans le règlement. Un, le droit de refus pour que ces données de santé soient utilisées à des fins secondaires, et 2, un droit d'information du patient en cas d'information liée à une constatation significative relative à sa santé. Le droit, c'est de refuser de recevoir cette information. Donc, il existe une marge de manœuvre, la possibilité de prévoir des dérogations au droit de refus, notamment en cas d'intérêt de santé publique important, qui est une marge de manœuvre qu'on compte activer et qui sera donc exceptionnelle, qui est un héritage de la crise sanitaire. Et puis, une marge de manœuvre pour préciser les conditions d'information de la personne physique qui est prévue dans le texte du règlement par le détenteur de données de santé, et sur lequel on aimerait bien que ce soit plutôt le professionnel de santé que le détenteur qui puisse réaliser in fine cette information. Donc, il y a un enjeu clair d'identifier, de faire un peu le grand écart entre un principe de base du règlement qui est l'utilisation de données anonymes et si possible pseudonymisées, et d'être en capacité de réidentifier un individu dans certains cas et d'avoir quelque chose qui soit intelligible. Donc, l'exercice du droit de refus, on compte effectivement activer cette marge de manœuvre dans des cas exceptionnels, et notamment à noter que ces cas exceptionnels, il y aura un guide qui sera émis par la Commission européenne pour essayer de préciser un petit peu les choses. Et sur l'exercice du droit d'information, donc l'angle d'attaque est évidemment de mobiliser des professionnels de santé pour pouvoir réaliser cette information, et les modalités de mise en œuvre devront être travaillées. Elles seront travaillées dans le cadre de la stratégie que Émilie vous a rappelé tout à l'heure. On peut passer sur la prochaine fiche. Donc la fiche numéro 8, c'est l'organisation des détenteurs de données. Donc, on vous a défini ce qu'était un détenteur de données. Maintenant, il y a un certain nombre de marges de manœuvre, et 2 marges de manœuvre qui sont un petit peu liées. Ce sont les 2 premières. La première, c'est la possibilité d'étendre le périmètre des détenteurs à des chercheurs individuels et à des micro-entreprises
qu'on peut relier dans l'esprit du règlement à la deuxième marge de manœuvre, qui est la possibilité de désigner pour certaines catégories de détenteurs des structures, des entités d'intermédiation de données de santé, donc des EID, qui ont vocation dans l'esprit du règlement finalement à être des sous-traitants justement des chercheurs individuels et des micro-entreprises. Troisième marge de manœuvre, la possibilité de définir des détenteurs de données de confiance. Et là, la marge de manœuvre, c'est la définition de la procédure pour pouvoir les désigner. Donc, a priori, on ne compte pas nécessairement activer à l'ensemble des chercheurs individuels et des micro-entreprises cette marge de manœuvre. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans l'esprit du règlement, le recours à ces EID doit pouvoir permettre d'accéder à des données qui sont un petit peu éparpillées auprès de multiples détenteurs, qui soient des petits détenteurs, notamment des micro-entreprises, au sens européen du terme. Par exemple, les professionnels de santé qui sont en libéral sont des micro-entreprises. Donc, si on voulait, par exemple, avoir accès à des données de santé qui sont éparpillées chez des médecins qui sont en pratique libérale, le seul moyen de le faire pour s'appuyer sur le règlement serait aujourd'hui d'avoir recours à des EID et de désigner donc cette catégorie de détenteurs comme devant faire appel à des EID. Sur cet exemple-là, typiquement, un logiciel de gestion de cabinet pourrait être un EID, ce qui suppose une contractualisation avec cet EID et également un financement qu'il faudrait prévoir. Tout ça est détaillé dans la fiche. Le troisième point, les détenteurs de données de confiance. Donc, eux, ils sont forcément détenteurs de données et ils ont un rôle qui se rapproche un tout petit peu du rôle de l'organisme responsable de l'accès aux données, au sens où ils ont une certaine autonomie pour pouvoir instruire des demandes et aller jusqu'à la mise à disposition des données, donc quand c'est pseudonymisé, dans une bulle sécurisée. Par contre, la décision finale de donner accès aux données revient dans le texte du règlement à l'organisme responsable de l'accès aux données. On peut voir néanmoins qu'il y a moyen de leur donner une autonomie assez large, ce qui est le cas de beaucoup de gros détenteurs de données qui existent aujourd'hui, qui pourraient être détenteurs de données de confiance. Donc là-dessus, la marge de manœuvre, c'est vraiment la procédure de désignation où on va la construire dans la stratégie sur l'usage secondaire des données de santé. Et forcément, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra respecter pour être en capacité, pour vérifier que ce détenteur est bien en capacité de respecter les exigences du règlement. Et là, je fais un petit renvoi vers la fiche sur les organismes responsables de l'accès aux données, parce que dans la gouvernance générale, les organismes responsables de l'accès aux données, les détenteurs de données de confiance, ont des rôles à jouer qui sont à articuler. On peut passer sur la fiche numéro 9. Donc, sur les redevances. Donc, là, on ne va pas discuter des redevances elles-mêmes et de la marge de manœuvre, qui est la possibilité de prévoir des redevances réduites pour certains types d'utilisateurs, notamment les entités publiques, les recherches et les petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'est une marge de manœuvre qu'on compte évidemment appliquer. Ça paraît important d'avoir des régimes qui sont un petit peu différents suivant les moyens, de façon à favoriser l'usage des données de santé, qui est l'objectif chapeau de tout ça. Le point à noter également, c'est qu'il existe aujourd'hui dans les textes de loi une spécificité nationale sur laquelle il faut réfléchir, qui est un accès à titre gratuit pour la base principale et le catalogue du système national de données de santé. Donc la question qui se pose ici, c'est est-ce qu'on se raccroche au régime du règlement de façon à pouvoir avoir des redevances pour l'accès au SNDS et des redevances qui seront donc réduites également avec le même régime pour le SNDS pour les catégories d'utilisateurs que j'ai cité avant, qui est une vraie question et qui était aussi une recommandation du rapport de Jérôme Marchand-Ravier sur le sujet, soit dit en passant. Je pense qu'on peut passer sur la fiche numéro 10, donc les périmètres de données visés et les enjeux éthiques. Donc là, il y a une application
national par rapport à la pratique française de prévoir une évaluation et comment on articule les comités d'éthique au niveau national. Et on a des marges de manœuvre, notamment la possibilité de prévoir des catégories de données supplémentaires. On a vu que c'est déjà extrêmement large. Un régime spécifique sur les annotations et enrichissements, un sujet un peu plus facile. Et puis des garanties supplémentaires pour certaines catégories de données. Donc, sur la partie comité d'éthique, les scénarios envisageables, ça revient un petit peu à essayer d'articuler correctement, notamment le fonctionnement des recherches impliquant la personne humaine et des recherches n'impliquant pas la personne humaine. Et donc, le CNRIPH et les CPP d'un côté, et le CESRES et les CSE, sachant que dans les définitions actuelles, le CESRES et le CNRIPH ont des missions qui sont quand même très différentes, mais les missions de ce que deviendra le CESRES devront être de toute façon élargies dans le cadre du règlement, notamment avec des missions de surveillance des comités d'éthique. Après, dans le projet de loi simplification de la vie économique, il y avait déjà une mention des liens entre les CSE et les CESRES. Et dans l'esprit de ce qu'on veut faire, on veut donner plus d'autonomie aux CSE. Et donc, les CSE seront une des obligations que devront avoir les détenteurs de données de confiance, bien évidemment, pour être en capacité de traiter, d'émettre un avis sur les demandes d'accès à leurs données. Sur la partie catégorie supplémentaire de données, on n'a pas été assez créatif et on n'a pas trouvé comment élargir les catégories de données qui sont déjà extrêmement larges. Donc là, on ne compte pas appliquer par défaut cette marge de manœuvre, sauf si vous-même, vous aviez des idées créatives pour trouver des nouvelles catégories de données qu'on aurait omis et qui pourraient être malgré tout extrêmement intéressantes. Troisième point, sur les régimes d'annotation et enrichissement des données, on prévoit évidemment de l'encourager, de pouvoir avoir un cadre réglementaire qui le permette, et puis de l'inciter sans que ce soit une obligation pour chaque utilisateur de données de systématiquement participer et faire des retours pour améliorer les données du détenteur sur lesquels il a les traitements. Enfin, quatrième point, les garanties supplémentaires pour certaines catégories de données. Là, l'idée est sans doute d'avoir une réflexion particulière qui pourrait arriver dans le deuxième train de projet de loi, notamment pour les données qui sont prévues non pas en 2029 mais en 2031, à savoir les données issues des centres de ressources biologiques, les données omiques, dont les données génétiques, et puis les données issus des applications de bien-être. Aujourd'hui, sur notamment les premières catégories de données, il y a des régimes spécifiques qui sont du consentement et qui ne sont pas du droit de refus. Et il y a sans doute une réflexion de fond à mener sur justement ces garanties supplémentaires pour ces données-là. Et je crois que c'était ma dernière fiche sur l'usage secondaire. Désolé, j'ai été un peu rapide, mais s'il y a des questions, je vais y répondre. Merci beaucoup, Aymeric. Alors, on en a terminé avec ce volet utilisation secondaire du règlement, et on passe à une partie un peu plus transversale, pour le coup, de dispositions qui sont un peu plus transverses et qui concernent aussi bien l'utilisation primaire que secondaire, puisqu'on va parler de ce qu'on a appelé, on a regroupé sous la thématique de gouvernance. Alors d'abord, on a sur le chapitre de la gouvernance, on a 3 fiches qui sont relatives à des désignations d'organismes qui sont attendues de la part des 27 États membres. Chacun, évidemment, dans son État, doit désigner une autorité de santé numérique, une autorité de surveillance des marchés, un organisme responsable de l'accès aux données et des points de contact nationaux. Donc ça, c'est les 3 fiches qui vont suivre. Je commence par la première de cette série-là, qui est la fiche numéro 11 relative à la désignation des autorités de santé numérique et de l'autorité de santé numérique, et de l'autorité de surveillance des marchés.
Donc ça, ce sont les autorités compétentes sur le volet usage primaire du règlement. On doit, nous, les désigner à l'échelle française. Donc la question qui se pose, c'est qui va-t-on désigner pour ce faire? Donc on l'a vu, autorité de surveillance des marchés, on en a parlé un petit peu. Donc c'est l'autorité qui va être chargée de veiller au respect du marquage CE des systèmes de dossiers médico-électroniques, pour faire court. Et l'autorité de santé numérique, elle a une mission beaucoup plus transverse dans le règlement. Elle est là pour veiller au respect de l'ensemble du chapitre 2 du règlement, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'usage primaire, vérifier que les États membres sont effectivement et correctement, mettent en mesure à la fois les patients d'avoir leurs droits respectés, les professionnels de santé aussi, leur permettre d'accéder aux données qui sont concernées. Et le règlement prévoit en outre que ces deux autorités peuvent être fusionnées en un seul organisme. Alors nous, concrètement, on a regardé l'existant, évidemment, on a regardé les différentes missions qui sont listées dans le règlement, pour l'une comme pour l'autre. Alors, pour l'autorité de santé numérique, vous le verrez, les missions sont assez familières, hein, c'est des missions qu'on connaît déjà et qui sont en partie quasiment toutes déjà proposées, soit par nous, l'ADNS, concrètement, dans la partie notamment définition de la stratégie, etc., soit par l'Agence du numérique en santé, par l'ANS. Donc, assez logiquement, dans un premier scénario, on propose finalement de capitaliser là-dessus et de désigner l'autorité de santé numérique, une autorité duale, en fait, hein, avec DNS et ANS, avec une répartition évidemment claire des missions entre les deux. Et pour l'autorité de surveillance des marchés, ça de toute façon, quoi qu'il arrive, évidemment, comme aujourd'hui il n'y a pas de marquage CE pour les logiciels de dossiers médico-électroniques, évidemment on n'a pas d'existant. Bien que l'ANS, on va dire, accomplit certaines missions, notamment de certification, évoquées par Emmanuel, qui peuvent y ressembler un peu. Aujourd'hui, en matière vraiment d'autorité de surveillance des marchés dans la sphère de la santé, on a l'autorité, la NSM, en fait, hein, qui exerce cette mission-là, mais uniquement pour les dispositifs médicaux. Et donc notamment pour les dispositifs médicaux numériques, mais on n'a pas d'organisme dédié. Donc, dans le premier scénario, pour autorité de santé numérique, on partirait sur DNS-ANS, et pour l'autorité de surveillance des marchés, eh bien, soit ça pourrait être le ministère ou une autre entité à définir, à creuser. Dans un deuxième scénario, on proposerait de centraliser toutes ces missions-là autour de l'Agence du numérique en santé. Alors là, avec évidemment une articulation à créer avec le rôle du ministère. Et dans un troisième scénario, on proposerait finalement de créer une nouvelle structure ad hoc, mais qui centraliserait aussi, le cas échéant, les deux types de missions. Voilà pour cette première série de désignations renvoyées aux États membres. Et je rends la parole à Aymeric, qui va vous parler de la désignation de l'organisme responsable de l'accès aux données ou des organismes responsables de l'accès aux données. Merci Aymeric. Merci Émilie. Effectivement, donc une fiche sur les ORAD. Donc la marge de manœuvre, hein, c'est la possibilité de désigner un ou plusieurs autorités, organismes responsables de l'accès aux données. Par ailleurs, dans la problématique, ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que les mécanismes nationaux seront maintenus par rapport aux accès aux données. Donc là-dessus, hein, ce qu'on a en tête, c'est tous les accès SNDS, donc les accès, j'ai un trou, je suis désolé, les méthodologies de référence en tout cas seront maintenues et les accès permanents, ça y est, j'ai retrouvé, au SNDS seront évidemment maintenus. C'est c'est ce sur quoi on avait travaillé au niveau de la commission. On est revenu sur la fiche ORAD. Donc l'enjeu à identifier, c'est l'élément chapeau, hein, c'est d'augmenter, d'accélérer, de favoriser l'accès aux données. Donc, il y a un besoin d'avoir une structuration qui soit simple, adressable, efficace et qui soit cohérente et surtout qui puisse s'appuyer sur des missions qui sont déjà en partie endossées en France
même s'il existe des missions qui aujourd'hui ne sont pas réalisées, alors notamment la partie sanction, surveillance, la partie redevance également, très très peu. Et puis il y a une logique de rationalisation. Aujourd'hui, en termes de scénario, il y a eu une convergence d'un scénario commun avec quelques variantes pour s'appuyer justement sur les missions déjà endossées et notamment vers ce qui est pressenti comme étant les 2 ORAD principaux, la plateforme de données de santé, donc également appelée le Health Data Hub, mais dans la suite, j'utiliserai le terme PDS, et puis la CNIL. Dans ce scénario commun, la CNIL, elle est en charge de la régulation, des demandes d'autorisation, des contrôles et des sanctions, qu'elle a une expérience précédente dessus, et la PDS assure les autres missions, notamment la constitution d'un catalogue national qui est un répertoire de l'ensemble des données qui sont accessibles, qu'on appelle aussi dans le cadre de la stratégie le catalogue de métadonnées, mais ce n'est pas le même terme dans le règlement, et puis la mise à disposition des données, puis tout ce qui va être transparence. Pour la répartition de certaines missions, il y a des variantes avec 2 options, notamment la CNIL pourrait être en capacité d'instruire certaines demandes, notamment celles qui sont sur le périmètre actuel, et la PDS instruire les autres, comme elle le fait aujourd'hui sur le référentiel de l'échantillon du SNDS. L'option 2, c'est de concentrer les instructions des demandes vers la PDS avec la CNIL qui pourrait déterminer le cadre général pour pouvoir permettre à la PDS de travailler. Enfin, on a également 2 options, parce qu'à partir du moment où on a plus qu'un ORAD, on doit désigner un ORAD coordonnateur. Là-dessus, les 2 options envisagées, c'est d'avoir la PDS qui soit désignée comme ORAD coordonnateur ou le ministère du Travail, Santé, Solidarité, Famille comme ORAD coordinateur qui doit notamment articuler les autres, l'ensemble des ORAD et maintenir un lien avec l'Europe. Donc, en complément de ces ORAD, évidemment, il faut voir qu'il y a un rôle important qui est à jouer par les détenteurs de données de confiance, qui apporte une vision un petit peu de soulagement de l'ORAD qui n'a pas à tout faire et à tout centraliser, mais où l'ensemble de ces détenteurs, et notamment en exemple vraiment important, on a tous les détenteurs qui sont des entrepôts de données de santé qui ont a priori déjà les capacités d'être détenteurs de données de confiance et donc sur les premières missions de l'ORAD pour l'instruction des demandes, la préparation des données, la mise à disposition des données, peuvent tout à fait soulager l'ORAD de ces missions. Donc les détenteurs de données de confiance ont un rôle vraiment clé à jouer dans cette organisation. Et puis dernière chose, il y a des travaux d'approfondissement qui sont en cours suite à de nombreuses demandes pour voir s'il est possible de désigner des ORAD qui soient thématiques. Ce qui est sûr, c'est que par défaut, c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on veut faire en France, le retour aux détenteurs de données de confiance et l'autonomisation de ces détenteurs de données de confiance qui sera un point clé sur l'organisation générale. Aujourd'hui, la démultiplication des ORAD est quelque chose qui est quand même à prendre avec la plus grande prudence. Aymeric. Oui. Bon, il y a eu on t'a perdu un instant, Aymeric, mais je pense que c'était sûrement pour dire que c'était le mot de la fin. Ok, c'était sans doute ça. Et j'ai fini, effectivement. Merci beaucoup. Il y a quelques questions dans le chat, peut-être pour toi, Aymeric. Je te laisse jeter un petit coup d'œil sur des questions qui portent notamment sur l'utilisation secondaire. Merci beaucoup. Alors, j'enchaîne avec la fiche suivante concernant les points de contact nationaux. Donc, les points de contact nationaux, ce sont les nœuds en fait nationaux qui vont être désignés dans les 27 États membres pour connecter les États membres entre eux, à la fois pour les échanges liés à l'usage primaire qu'on a vu dans le cadre de CESALI,
mais aussi sur l'utilisation secondaire des données, notamment dans le cas où on est face à un utilisateur qui veut utiliser des jeux de données détenus dans plusieurs pays. Donc, on a 2 points de contact nationaux qui sont prévus dans le règlement, un point de contact usage primaire qui s'appelle Ma Santé à TUE, un point de contact usage secondaire qui s'appelle Données de santé à TUE. Là encore, on a procédé de la même manière. On a regardé ce qui se passe aujourd'hui en France, ce qu'on connaît, ce qui est opérationnel. On a déjà un point de contact national opérationnel pour l'usage primaire, c'est l'Agence du numérique en santé qui l'opère. Pour l'utilisation secondaire, on n'a pas de point de contact désigné, puisque évidemment c'est une mécanique nouvelle décidée par le règlement. Mais on a la plateforme des données de santé qui s'est déjà positionnée dans le cadre d'un projet pilote à l'échelle européenne pour préfigurer avec d'autres partenaires européens ce point de contact. Donc, dans le fond, on propose 2 scénarios. Un premier scénario avec les 2 points de contact, d'une part l'ANS pour Ma Santé à TUE, d'autre part la plateforme des données de santé pour Données de santé à TUE. Et puis un deuxième scénario envisageable, finalement, abriter dans une structure unique les 2 points de contact, même si les sujets ne sont pas tout à fait les mêmes et les échanges de données ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, une seule structure qui abriterait les 2 points de contact, qui pourrait être soit l'ANS, soit la plateforme de données de santé, soit une nouvelle structure, le cas échéant. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on attend aussi, bien sûr, vos contributions. Je passe à la fiche suivante où là, il n'est plus question de désigner des autorités nationales, mais il est question de sécurisation des données et d'une certaine forme de souveraineté des données, puisque le règlement prévoit des dispositions sur ce sujet. Il prévoit dans 86 et 87, des dispositions. Alors, sur le volet utilisation primaire des données, il renvoie purement et simplement aux États membres le fait de maintenir un niveau de protection des données élevé pour le traitement des données d'usage primaire. Et pour le volet utilisation secondaire, c'est l'article 87, où le règlement prévoit une exigence de localisation de l'hébergement et du traitement des données pour l'organisme responsable de l'accès aux données, pour le point de contact national et pour les détenteurs de données de confiance dès lors qu'ils ont un système de traitement, un environnement de traitement sécurisé, l'obligation de localiser ces traitements sur le territoire de l'Union européenne. Du coup, le règlement nous invite, nous en France, finalement, lorsqu'on regarde l'existant sur ces questions-là, sur ces questions de souveraineté, on a un certain nombre de dispositions législatives actuellement en vigueur et aussi de référentiels qui ne sont pas de niveau législatif mais qui sont importants aussi, qui s'appliquent aussi bien à l'usage primaire qu'à l'usage secondaire, parfois certains uniquement à l'usage primaire, d'autres aussi à l'usage secondaire. On a des dispositions qui s'appliquent au cloud et d'autres au traitement en tant que tel, quel que soit, qu'il soit cloud ou pas. Et donc, du coup, l'idée ici, c'est de réfléchir finalement à une sorte de remise à plat ou de rediscussion, en tout cas, sur qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on en fait retouche ou qu'est-ce qu'on modifie dans les dispositions législatives notamment pour harmoniser et clarifier un peu le périmètre de ces dispositions qui aujourd'hui sont un peu dans divers textes un peu éparpillés. Et donc on proposera plusieurs scénarios. Vous verrez, je vous laisserai là pour le coup consulter la fiche parce qu'il faut quand même regarder un peu à tête reposée. L'idée, c'est de réfléchir à soit le maintien d'une certification hébergement des données de santé de type certificat HDS délivré par un tiers, en élargissant du coup son périmètre par rapport au périmètre actuel, notamment à l'idée de dire on pourrait l'élargir à tous les traitements de données de santé à caractère personnel, qu'ils soient externalisés ou non, par exemple. Ou alors plutôt opter pour un référentiel révisé, ad hoc, qui ne serait pas tout à fait le référentiel HDS, mais qui s'en inspirerait, sans forcément associer un certificat, mais peut-être en prévoyant plutôt des mécanismes de contrôle a posteriori et de sanctions en cas de non-respect. Et puis la question de l'obligation du stockage, bien sûr, des données sur le territoire de l'Union européenne.
avec tous les impacts qui s'y associent. Et donc, ces réflexions-là, on propose de les avoir aussi bien pour l'usage primaire que pour l'usage secondaire. Et pour l'usage secondaire, il y a quand même des spécificités, bien sûr, hein, par rapport à l'usage primaire, en termes de sécurisation, en termes de pseudonymisation. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de simplifier vraisemblablement et d'harmoniser un peu les différents référentiels dans lesquels il est parfois pas évident de s'y retrouver pour les acteurs du terrain. Ça, c'est des remontées qu'on a déjà eues, de référentiel SNDS, le référentiel entrepôt de données de santé de la CNIL. Bref, est-ce qu'on peut vraisemblablement réfléchir à des perspectives d'alignement, on va dire, de ces référentiels. Donc, on attend là encore vos réactions sur cette fiche. On ne doute pas qu'elles seront nombreuses. J'en termine avec la dernière fiche, un peu transversale, qui, elle, concerne les sanctions. Car, vous l'avez vu, le règlement prévoit un certain nombre d'obligations. Alors, il y a certaines obligations qu'on connaît déjà, hein, qu'on pratique déjà, qu'on applique déjà, donc qui ne sont pas nouvelles. Il y en a d'autres qui sont nouvelles. Et le règlement prévoit des sanctions associées. Parce qu'évidemment, prévoir des obligations sans sanction, ça ne paraît pas tout à fait cohérent. Et donc, certaines sanctions sont prévues par le règlement lui-même, c'est-à-dire seront harmonisées les mêmes dans les 27 États membres. Elles sont assez peu nombreuses, hein. Elles ne concernent que l'utilisation secondaire. Elles sont prévues aux articles 63 et 64 et elles sont propres à des manquements imputables soit au détenteur de données, soit à l'utilisateur de données, hein, qui ne respecterait pas ces obligations. Donc celle-là, il n'y a pas de marge de manœuvre, on n'y revient pas spécialement. Il y a quand même certaines marges de manœuvre puisque ce règlement, dans ces dispositions-là, il prévoit des amendes administratives. Donc se pose la question de savoir à qui on les applique et comment. Le règlement, ensuite, il y a un certain nombre de sanctions pour lesquelles il renvoie, notamment pour la partie droit des personnes, il renvoie en fait la compétence aux autorités de protection des données. Donc en France, ce sera la CNIL. Donc là encore, pas de marge de manœuvre à prévoir spécialement, donc pas d'arbitrage. Mais la fiche rappelle quand même tous ces éléments-là. Et en revanche, là où on a une marge de manœuvre, c'est pour les autres types de manquements. Donc c'est là qu'on s'est livré à un exercice de recensement assez fin de tous les manquements concernés. Et c'est là qu'on imagine finalement quel type de sanction pour quel type de manquement, sanctions administratives, de type amende administrative ou autre type de sanctions administratives, voire même dans certains cas peut-être des sanctions pénales. On en propose 2 nouvelles pour des manquements qui nous paraissent, on va dire, porter atteinte à l'ordre public. Donc c'est une fiche qui a une forme un peu différente des autres. Elle se veut d'abord pédagogique. On y propose comme première orientation d'exclure l'État des sanctions, en prévoyant des sanctions ad hoc, hein, c'est ce que fait par exemple la loi informatique et liberté, donc c'est assez classique. On propose que lorsque des amendes administratives sont prévues pour certains manquements, elles le soient indifféremment que l'organisme soit un organisme public ou un organisme privé. Et on propose aussi de rappeler que lorsque c'est l'ORAD ou l'autorité de santé numérique ou l'organisme national, on va dire, l'autorité nationale compétente qui ne respecterait pas ces obligations parce elles en ont aussi des obligations, eh bien là, finalement, on irait vers plutôt du recours contentieux. Voilà, et ensuite, vous verrez, il y a un tableau qui liste, donc qui rappelle toutes les sanctions effectivement prévues par le règlement, celles qui ne le sont pas et pour lesquelles on a des marges de manœuvre. Donc, on propose et on suggère finalement la création de certaines nouvelles sanctions. Et ça fait partie évidemment des sujets sur lesquels on attend également vos contributions. On en a fini pour la présentation synthétique des fiches. Du coup, peut-être un rappel des prochaines étapes, hein, qui vont se produire. Donc, on va vous envoyer par mail les liens vers la plateforme de l'ANS Participer sur laquelle vous pourrez retrouver les fiches et contribuer. Dans ce mail, vous aurez également la possibilité, si vous le souhaitez, de vous inscrire aux ateliers qu'on va vous proposer à Santexpo. Attention, ce seront des ateliers donc, de travail destinés principalement à traiter les retours sur les fiches. Donc, il ne sera question
que des fiches et que de certains sujets soulevés par les fiches, bien sûr. Hein. Ce seront des ateliers de 1h30. On n'aura pas le temps, malheureusement, de creuser intégralement les sujets. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez nous alimenter avec des premiers retours d'ici le 16 mai pour qu'on puisse nous proposer des ateliers dans lesquels on pourra débattre et discuter de certains points focus qui donc auront été soulevés dans le cadre de ces premières concertations. Voilà pour les prochaines étapes. Est-ce qu'on a traité tous les points et toutes les questions posées dans le chat? Je n'ai pas suivi les dernières questions. On va les prendre peut-être à l'oral, celles qui ne sont pas traitées. Alors, il y a des questions dans la conversation, hein, savoir si c'est 3 ateliers ou un atelier par grande thématique. Alors, oui, ce sera un atelier par thématique. Il y aura un atelier usage primaire dans lequel on discutera des 6 fiches. Alors, certainement pas l'intégralité des 6 fiches, mais certains points sur certaines fiches qui auront suscité plus de discussions. Un atelier usage secondaire, donc même démarche, hein, quelques points des fiches dédiées usage secondaire. Et un atelier gouvernance. Les ateliers usage primaire et usage secondaire seront parallélisés, donc il ne vous sera pas possible d'assister. En revanche, l'atelier usage secondaire, lui, sera à la suite, donc il pourra être. Vous pourrez participer à celui-là, tout le monde pourra y participer, et on fera une restitution à l'issue de l'atelier usage secondaire sur les 3 ateliers. Donc, vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, participer à la restitution globale. Il y avait une question sur la possible remise en question du maintien de la certification HDS. Oui, alors, le maintien de la certification HDS avec son CDC actuel, version française, est remis en cause par la dernière version de l'EUCS, si j'ai bien compris. Où en sont les travaux, discussions relatifs à l'adoption de ce texte? Alors, le maintien de la certification, EUCS, c'est un mécanisme volontaire hein, de certification à l'échelle européenne. Pour l'instant, les travaux n'ont pas abouti. Donc, ce n'est pas tout à fait la même mécanique que la mécanique française HDS, qui, elle, est obligatoire. Donc, en l'état, en tout cas, les travaux EUCS, pour l'instant, n'ont pas avancé davantage. Et donc, nous, on continue sur notre trajectoire à ce stade, tout en suivant bien sûr les discussions à l'échelle européenne. Je ne vois pas d'autres questions. Ah si, il y en a encore une là. À mon avis, il faut garder la certification HDS, car ah oui, c'est plus une remarque. Oui, il y en a, mais une remarque. Oui, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Ouais. Ok. Bon, ben, très bien. Donc, je crois qu'on a traité toutes les questions, je l'espère en tout cas, mais sinon, de toute façon, on ne manquera pas d'avoir d'autres échanges. Hein. Encore une fois, hein, c'est loin d'être le dernier échange. Donc, il nous reste à vous remercier et à vous inviter à des jours studieux, du coup, pour prendre connaissance de nos fiches et nous faire les concertations les plus précises que vous pourrez faire, hein, bien sûr. Hein. On a vraiment besoin que vous nous alimentiez. Merci infiniment à tout le monde et merci aussi aux équipes de la DNS qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour vous livrer ces fiches. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir.